Le King of the Kiss est de retour et waouh! Ah ouais, non, sérieux, waouh! Ouh. Ah pardon, c'est pas le sujet du drama. 왕이다! Wow. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier drama coréen made in Netflix, comme Some Creature ou La créature de Gunson, qui marque le retour à l'écran de Park Seo-joon depuis Itaewon Class en 2020. C'est un de mes acteurs favoris, aux côtés de Han So-hee. Pardon. Nos deux acteurs nous embarquent donc dans une aventure horrifique, palpitante, sur fond de tragédie historique dénonçant les crimes du Japon colonial aux dernières heures de la guerre. Le ton est donné, non? À l'été 1945, le maître de la maison du trésor, Jang Tae-sun, riche prêteur sur gage établi à Gunson, offre ses services à tous, que ce soit rachat de leurs biens ou demande d'informations en tout genre. Il est un jour capturé par le chef japonais de la police locale qui l'oblige par la menace à retrouver sa maîtresse coréenne qui a mystérieusement disparu. Lors de sa première investigation, il rencontre Yoon Chao et son père, deux détectives privés qui recherchent un proche. Ensemble, ils décident d'infiltrer l'hôpital Hanson, qui semble abriter des activités assez suspectes, sans se douter un seul instant que ce qui s'y cache est bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ces dernières années, on a vu de plus en plus apparaître des dramas traitant de créatures surnaturelles sous diverses formes, comme Sweet Home, Church ou encore Duty After School pour ne citer que. Un genre qui semble s'installer progressivement mais sûrement dans l'horizon des K-dramas. Mais Some Creature, lui, propose autre chose pour le genre, en y ajoutant un fond historique qui dénonce les crimes commis par l'armée japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Et dès le générique, les intentions du drama sont claires. Musique assez sombre, voire macabre, succession de tableaux effrayants à l'écran, suggérant alors le parcours d'une victime capturée pour subir des tortures, pour en arriver à sa première scène montrant l'armée japonaise brûlant précipitamment le fruit d'expérience et se débarrassant des preuves avant de quitter la ville de Harbin pour s'établir à Gunson, l'ancien nom de Séoul. Le drama ne se cache donc pas et fait donc directement allusion aux pratiques de la sinistre unité 731 en y dénonçant les usages. Il s'agit d'une unité militaire créée dans les années 30 de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise. Établie à Harbin en Mandchourie et dirigée par Shiro Ishii, officiellement elle se consacrait à la prévention des épidémies et la purification de l'eau. Mais en réalité, elle pratiquait des expériences abominables. Vivisection, injection de maladies en vue de les utiliser comme armes bactériologiques sur des prisonniers majoritairement chinois, coréens et russes. Durant son activité, ces agissements auraient fait entre 300 000 et 480 000 victimes. L'unité 731 sera reconnue responsable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la suite. Mais il faudra attendre 2002 pour que le Japon reconnaisse enfin son existence. Le drama en impose dès son premier épisode par un sens artistique élevé, tout y est vraiment travaillé jusqu'au moindre détail. Il y a un travail méticuleux sur la lumière, la colorimétrie, mais aussi sur les décors qui sont soignés et détaillés précis, qu'il s'agisse des salons opulents de la maison des trésors ou des intérieurs sombres et glauques du laboratoire d'Hongsan. Le montage est bon, ainsi que le son pour dévoiler une atmosphère très sombre, sinistre, prenant assurément les codes du film de monstre. Car notre créature apparaît souvent par surprise, parfois au détour d'un couloir pour tétaniser ceux qui croisent son chemin. D'ailleurs, en passant, il y a un travail incroyable qui a été fait en termes de 3D pour animer le monstre, comme en prise de vue réelle. C'est saisissant et effrayant. D'ailleurs, il faut dire que la mise en scène joue habilement sur ça pour créer une espèce de tension à l'approche du monstre. Et comme si ça ne suffisait pas, elle ne nous est pas immédiatement montrée, mais d'abord suggérée, dévoilant une patte, une tentacule dans l'obscurité, avant d'être filmée complètement quand le temps est venu. Attention, je te le dis de suite, si tu n'es pas adepte de séries violentes, gore, emplies d'effusions de sang, passe ton chemin, le drama l'est extrêmement. Je te dirais même, c'est assez incroyable que je l'ai regardé. Tu vas avoir des scènes de massacre qui vont faire monter l'adrénaline, ou celles sur l'anthrax qui, elles, l'angoisse et la peur face à un réalisme quand même assez accru. D'ailleurs, la réalisation aidée de ces cadrages quand même assez intelligents propose des choses hyper intéressantes, comme filmer la prise en chasse d'un groupe de soldats à hauteur du monstre, ou de prendre le point de vue d'un homme terrorisé rampant au sol. De ce fait, le plus grand intérêt du drama, selon moi, réside dans sa notion de huis clos, où les personnages évoluent uniquement dans les sous-sols de l'hôpital, avec ses dédales de couloirs, ses pièces sombres affaissées de soldats prêts à tirer, et ce sans réel espoir de sortie. Nos personnages sont pris au piège et on ne sait pas s'ils vont survivre. Les amateurs de jeux vidéo horrifiques comme Resident Evil ne seront donc pas dépaysés. Par contre, niveau sauvegarde, ça sera sans doute la même galère. Et même si le drama finira par proposer quelques doses de divertissement et parfois un peu d'humour, c'est quand même le sentiment d'angoisse perpétuelle suscité par la créature qui va prédominer tout du long. S'ajoutant à ça l'effroi et le malaise qu'on ressent devant les crimes de l'armée japonaise et de ces scientifiques essayant de jouer à Dieu avec autrui. En fait, je pense qu'on peut y voir une sorte d'allégorie de la souffrance générée par cette monstruosité humaine qui se déchaîne instinctivement sur des femmes,
des hommes ou encore des enfants. Si elle avait un nom, elle pourrait se nommer génocide. Car malgré ces éléments dits surnaturels, toutes les horreurs citées, voire montrées dans le drama, font référence à une dure, une cruelle réalité, et c'est ça qui sans doute fait le plus froid dans le dos. En fait, on en revient toujours à la même chose. Ce souhait perpétuel humain d'invincibilité, d'immortalité, d'éternité, en essayant de créer quelque chose qui traversera le temps. Une sorte de super soldat tout d'abord, puisqu'on est comme dans l'armée, ne craignant plus la mort, ou simplement faire artificiellement évoluer l'être humain au-delà de ses conditions mortelles. Et c'est ce qui nous est expliqué au travers du Najin, ce parasite aux propriétés diverses selon son emploi. Mais fort heureusement, toute la noirceur qu'on pourra noter dans le drama va être magnifiquement contrebalancée par la sympathie immédiate suscitée par le personnage. Car il va se créer rapidement, chez nous, une sorte de sentiment de familiarité avec eux. Et quel casting, mes amis! On est quand même sur du 4 étoiles. Et ce serait vraiment trop long de les citer, d'en parler, tous autant qu'ils sont, parce qu'ils mériteraient tous qu'on en parle. Mais je vais vous laisser les découvrir. Alors on va plutôt se focaliser sur le noyau dur du drama, que ce soit du côté des héros, comme des méchants. Par ce jeu nous revient en Jentelson et waouh, le charisme! Quand je parle d'acteurs qui ont du charisme dans leur rôle, voilà un parfait exemple. Le niveau de jeu, les émotions qu'il transmet, c'est du grand Park Seo-joon en puissance. Il est hyper élégant dans ses costumes des années 40, il sort un panel d'émotions de fou, ce qui va apporter à chaque scène tout un tas de nuances à son personnage. Je pense que c'est sans doute lui qui évolue le plus durant la série, même si c'est quand même plus d'apparence. Je dirais qu'il apprend à mieux exprimer ses émotions les plus normales, comme son empathie. En fait, il possède déjà toutes les qualités nécessaires qu'on va lui découvrir, mais juste il fallait un déclic. Un déclic pour amorcer ce changement, et ce déclic, mes amis, il s'agit de Yoon Chae-ho, joué par Han So-hee qui n'a absolument rien perdu de sa superbe et surtout de son entraînement depuis My Name. C'est une femme d'action badass, avec un certain franc-parler, très stylée dans son costume d'aventurière, peut-être un peu trop rentre-dedans parfois, mais il fallait au moins ça pour bousculer notre héros. Clairement, c'est pas le genre de demoiselle en détresse, elle sait se battre, se défendre, elle connaît la différence profonde entre le bien et le mal, et en plus elle est capable de faire ressortir le meilleur de chacun, et surtout chez notre héros. Et pourtant ça doit pas être facile pour elle au vu de la tragédie qu'est sa vie, qui va encore plus s'accentuer quand elle retrouvera sa mère, qu'elle cherche depuis plus de 10 ans. Mais malgré l'horreur de ses découvertes, du destin de sa génitrice, elle reste lucide et focus à tout moment sans s'écarter de son chemin. Clairement, une pépite d'héroïne. J'ai donc beaucoup aimé nos deux héros dès le début. Il y avait une profonde alchimie qui était palpable dès leur première rencontre, assez musclée, de nuit, sous la lune. Ça fait plaisir et ça m'a aussi un peu rappelé le film Duelist. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'il soit traité en tant qu'humain, juste humain, plutôt que d'en faire forcément une sorte de super-héros luttant contre un monstre. Très souvent on tombe dans ce délire d'en faire trop, ce ressenti too much. Non, ici ils font ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez, juste la dose adéquate. Ça reste continuellement vraisemblable, et c'est pour ça qu'on arrive à se sentir proche d'eux. On va dire que le drama reste prude à ce niveau-là, y compris dans le développement de sa romance, qui n'est absolument pas envahissante, comme j'aime le dire, qui est un sous-marin, parce que ce n'est pas le sujet du drama, la romance, clairement pas. Elle va s'installer doucement, progressivement, sans s'imposer, jusqu'à un certain moment où, là, boum, King of the Kiss, oh my god. Et en plus, on ne s'y attend presque pas, tellement, comme je le dis, ce n'est pas le thème du drama. C'est pas fait de la manière de, faut en mettre un, histoire de détendre l'atmosphère, genre un peu d'amour en toutes ses folies. Non, c'est juste la suite logique, ça devait arriver. Là, c'était le moment idéal, adéquat, il n'y en avait pas d'autre. Parce que nos personnages ne pouvaient qu'évoluer émotionnellement ainsi. Ils se reconnaissent dans l'un l'autre. Ils se complètent et sont prêts à tout l'un pour l'autre. Jusqu'à même, possiblement, se sacrifier. C'est de l'amour sous sa forme la plus pure. En plus, la scène est construite de promesses, de vœux d'avenir et d'histoires montrant alors notre lead masculin peut-être sous un nouveau jour, comme une sorte de garant de l'identité nationale de la culture coréenne. C'est beau. Et ils sont beaux. Du côté des méchants, on ne peut manifestement pas ignorer le manque d'humanité du lieutenant-général Kato ou du docteur Ichiro, et surtout de leur folie de jouer à Frankenstein, voire même à Dieu. Voyant en un parasite l'évolution de l'humanité, et se délectant de la misère humaine de ceux qu'ils considèrent comme des sous-races. En gros, le Japon, la race supérieure, et le reste de l'Asie, la race inférieure. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? Pourtant, d'une certaine façon, c'est triste pour eux parce qu'ils ne sont que des pions sur l'échiquier de la personne qui tire réellement les ficelles dans toute cette histoire. Une personne qui a un charisme qui crève l'écran sans en faire trop, encore une fois. Et c'est ce qu'elle veut, et elle est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris dans ses investissements odieux. C'est un monstre de frustration déguisée en humain. Et en plus, elle avait le choix d'arrêter tout ça. Mais elle tient tellement à sa position dominante sur tous qu'elle se noie elle-même dans son amertume. Et c'est normal que personne ne puisse aimer un tel être. En fait, on pourrait croire que la caractérisation des personnages du drama sont simplistes, mais chacun d'entre eux gagne en épaisseur et en complexité au fil des épisodes.
à mesure qu'ils sont amenés à réagir à diverses situations et à faire des choix qui mettent à l'épreuve leur humanité. Parce que, tu vois, c'est de ça dont parle le drama, et qui en fait son principal intérêt, la lutte constante pour demeurer humain. Ceci dit, c'est hyper intéressant de voir que quelques mois après Song of the Bandit, qui racontait le début de la colonisation de la Corée et l'émergence de résistance, dont l'intrigue jouait sur une dualité assez similaire entre le divertissement et la gravité du contexte historique, que Netflix Corée nous propose un sujet traitant cette fois de la fin de l'occupation. Comme s'il était temps que le monde occidental, le monde entier international, sache que leur pays n'est pas que des dramas, de romance ou même de la K-pop, mais bien un pays qui, au même titre que bien d'autres, a souffert et en garde de profondes séquelles. Mais qu'on le veuille ou non, ce genre de drama participe à un effort collectif, un effort de dompter les traumatismes et exorciser l'histoire. Et ça, c'est beau, mais c'est très triste. Le drama est quand même hyper triste sur bien des aspects. Et je vous avoue que j'ai versé ma petite larme à certains moments, et ça pourrait vous faire pareil. On va parler maintenant de la fin, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc si tu n'as pas vu le drama, je t'invite à te rendre au temps indiqué dans la description pour que tu puisses reprendre la vidéo. Sinon, let's go. La fin, et pas que l'épisode final, je dirais les deux derniers épisodes de fin sont remplis d'informations. Entre le nudging qui est transmis à Cheok, l'attentat sur Maeda qui s'en sortira gravement blessé, et possiblement pour la suite transformé, vu que Kato lui laisse une tasse d'eau, sans oublier la naissance du bébé de Myonja, Akiko, qui semble posséder aussi le nudging quand il ouvre les yeux, mais surtout cette dernière scène, avec cet homme à la cicatrice sosie de Taeson, dans un futur qui semble proche de nous. Ça fait quand même beaucoup à digérer en très peu de temps. D'autant plus que les fans ont partagé des photos du tournage de la saison 2, montrant Han So-hee et Park Seo-joon reprenant leur rôle, mais dans une Corée plus moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vers où on peut partir? Alors ok, pour Cheo, on se doute, au vu de l'explication de ce que le nudging apporte comme modification à l'organisme humain, en termes de capacité de régénération, qu'il est possible que celle-ci soit devenue immortelle et ait appris avec tout ce temps à maîtriser la créature. Mais qu'en est-il de Taeson? Si cela est bien lui, parce qu'on l'appelle par un autre nom, mais ça pourrait très bien être lui, comme aussi son descendant, bien que ça semblerait étrange au vu de la perte de son grand amour, qu'il finisse par trouver quelqu'un, se marier, avoir des enfants. C'est pas trop le genre de personnage à se poser. Est-ce que ça pourrait être l'enfant d'Akiko? C'est possible, mais pourquoi dans ce cas il ressemblerait à Taeson? Ou tout simplement, est-ce que Taeson ne serait pas la véritable personne qui a bu dans la tasse? Et bien que le drama essaie de nous convaincre que ça ne peut être que Akiko qui a bu dans la tasse puisqu'elle possède le Najin, c'est pas sûr non plus parce que le doute s'installe. Après tout, il n'y a aucune scène qui montre qu'elle l'a vraiment bu. De plus, elle est restée quand même longtemps dans cet hôpital. Il est possible qu'on lui ait déjà injecté le Najin d'une autre manière. Donc, tout est possible. Le réalisateur, qui a répondu à cette indication, a dit qu'on connaîtrait tout le fin mot de l'histoire et tout ce qu'il manque comme réponse dans la saison 2, qui est déjà tournée. Avant de conclure, je vais parler de certains éléments. Déjà, le drama n'a pratiquement aucun défaut. Enfin, il n'y a rien de négatif, bon, à part si vous n'aimez pas ce genre de drama, ou vous n'aimez pas le jeu des Coréens, vous n'aimez pas la Corée, enfin peu importe. Au-delà de ça, moi mon seul souci, et c'est vraiment du chipotage, c'est que je trouve que ça manque de temporalité assez souvent. Mais à part ça, en fait, j'ai rien à dire de vraiment négatif. Par contre, j'ai quelques interrogations. Déjà, au vu du sujet traité, quand même, de la dénonciation des actes de l'Empire japonais à l'époque, est-ce que le drama va ou est diffusé au Japon? Parce que quand même, c'est une sacrée claque dans la gueule pour le peuple japonais, là. Ça fait mal, D'autant plus, et c'est ça qui m'a surtout choqué, pas choqué, mais étonné, en termes de paroles, de texte, tout ça, je dirais que 80% du temps, on parle japonais. Et pourtant, il n'y a aucun acteur japonais dans le casting, dans la distribution. Ce sont tous des acteurs ou des actrices coréens, coréennes, qui livrent leur texte en japonais. Et le pire, je dirais, avec même les intonations nécessaires. Il y a un travail de fou qui a été fait. Du coup, je me pose vraiment la question, mais qu'est-ce que le Japon pense de tout ça? Après, je peux comprendre les choix de ne pas embaucher d'acteurs japonais et tout ça, sachant que la Corée a encore un profond ressentiment pour le Japon depuis cette époque. Mais c'est intéressant. En bref, Yonsei Treasure, c'est un drama qui, en plus de s'étaler sur 10 bons et puissants épisodes, raconte une histoire d'aventure généreuse en scène d'action, de poursuite et de monstruosité sous toutes ses formes. Tout en recréant avec brio une période historique sombre avec une grande finesse, valeur esthétique et narrative. C'est une série qui est merveilleuse sur le plan technique et qui nous prouve une fois de plus qu'avec ce genre de production très soignée, la Corée du Sud en impose en tant que véritable puissance cinématographique qui se doit d'être connue.
Et bien que le drama fusionne des genres qui de base ne me plaisent pas forcément, je parle du gore et surtout de l'aspect militaire, bah je le classe sans hésiter dans mes incontournables à voir tellement il m'a plu. Et ce n'est pas uniquement à cause des acteurs. En tout cas, je suis hyper impatient de voir la saison 2 qui est déjà tournée, et en fait il reste plus qu'à Netflix de nous révéler la date. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. J'espère aussi que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr dans les commentaires. Bye Dramavore.